Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de comptabilité approfondie où je vais aborder avec vous l'évaluation des immobilisations corporelles et incorporelles à l'inventaire. Après un rappel sur l'inventaire, nous traiterons de l'amortissement comptable. Nous verrons par contre les spécificités de l'amortissement fiscal. Nous traiterons également des dépréciations avec le test de dépréciation, les conséquences que ce test aura sur le plan d'amortissement. Et enfin, c'est important quand on fait de la comptabilité approfondie, nous verrons d'une part la comptabilisation et surtout les impacts sur les états financiers. Restez bien jusqu'au bout. Je vous propose également un petit exemple chiffré pour que vous soyez plus à l'aise dans ce chapitre. Premier temps, faisons quelques rappels sur l'inventaire. Je vous laisse aller regarder dans une vidéo de base ce qu'est l'inventaire. On va juste garder les points principaux. Donc le PCG dit dans l'article 912.3 que l'entreprise, l'entité, a l'obligation de faire un inventaire au moins une fois tous les 12 mois. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce que c'est du coup que l'inventaire? En fait, on va regarder pour tous les éléments de l'actif et du passif. Donc ça, c'est important. Alors qu'on fait l'inventaire, c'est l'inventaire du bilan dans sa globalité. Et donc pour chacun, on va vérifier en fait la quantité et la valeur de chacun des biens. Évidemment, ces informations-là sont conservées. C'est une trace, c'est une preuve des écritures qui seront passées suite à l'inventaire. Par ailleurs, l'article 214.1 du PCG précise que l'actif immobilisé qui a une durée d'utilisation limitée doit faire l'objet d'un amortissement et au cas où, il peut aussi faire l'objet d'une dépréciation, d'où le fait que dans cette vidéo, nous allons aborder et les amortissements et les dépréciations. Donc ce qu'il faut retenir tout de suite, on y reviendra, mais ça me semble important, c'est qu'à l'inventaire, on va donc définir la valeur de chaque bien et la valeur d'inventaire, c'est la valeur actuelle. Et donc la valeur actuelle, c'est la valeur la plus élevée entre la valeur vénale, c'est la valeur à la revente dans des conditions normales, plus ou moins une valeur de marché, et la valeur d'usage qui correspond en fait à la valeur d'utilisation du bien, c'est qu'est-ce que ça va nous faire gagner comme avantage économique futur, et donc ça c'est la valeur d'usage. Parlons donc maintenant de l'amortissement comptable. Alors l'amortissement comptable est défini par le PCG dans plusieurs articles. Le premier que je vous propose d'aborder, c'est le 214.13, qui dit que l'amortissement d'un actif, c'est la répartition systématique de son montant amortissable en fonction de son utilisation. Donc c'est pour expliquer que l'idée c'est de dire j'ai acheté un bien 100 000 €, je l'ai mis en immobilisation, donc il est au bilan, mais je vais l'utiliser 10 ans, donc tous les ans je vais en mettre une partie en fait dans le compte de résultat, parce que je consomme ce bien. L'article 214.14 du PCG précise qu'on va donc établir à la date d'entrée de cette immobilisation dans le bilan de l'entreprise, on va établir un plan d'amortissement, c'est-à-dire que dès le début de la vie de cette immobilisation, on va prévoir la consommation des avantages économiques futurs. On va prévoir cette répartition systématique sur la durée d'utilisation du bien. Et puis, quelque chose qui est important, le PCG précise que cette notion d'amortissement est en fait complètement indépendante de l'existence ou non de bénéfices. Et donc, en fait, on est obligé de procéder et à des amortissements et à des dépréciations. Ce qu'il faut rappeler d'un point de vue comptable, c'est que le choix du mode d'amortissement, la méthode qui va nous permettre de faire ce plan d'amortissement, doit permettre de représenter au mieux la consommation des avantages économiques futurs. C'est vraiment l'objectif et donc il n'y a pas de précision quant aux modalités de calcul. L'idée étant de dire je vais anticiper la consommation, la répartition de mon bien en fonction de sa consommation, de son utilisation. Quelles sont les règles particulières qui sont édictées? Vous allez voir, elles sont assez courtes au niveau du plan d'amortissement. Je vais vous présenter un seul article, cette fois-ci on va pas revenir sur tous, l'article 214.14 qui précise que le plan d'amortissement est défini à la date d'entrée du bien à l'actif. À partir de là, il y a d'autres articles du PCG, on va résumer. Première chose, la base amortissable, donc la base qu'on va répartir sur l'utilisation du bien, c'est la valeur
brut, donc en fait c'est le coût d'acquisition, hein, je vous renvoie sur l'acquisition d'une immobilisation, et c'est la valeur résiduelle. Cette valeur résiduelle, c'est la valeur qu'on estime lors de l'acquisition du bien, que le bien aura à sa fin d'utilisation. On n'aura une valeur résiduelle que si on est capable de l'estimer de façon fiable. Dans le cas contraire, on ne prendra pas une valeur résiduelle, même si on pense qu'elle en aura une. Deuxième information clé, à partir de quand on débute l'amortissement? Eh bien, c'est à la date de début de consommation du bien. Et le PCG dit, a priori, ça sera la date de mise en service. Troisième information clé, la durée de l'amortissement. La durée de l'amortissement, c'est en fait la durée d'utilisation du bien. Donc, ça dépend de l'utilisation du bien. Et enfin, le taux d'amortissement, parce que vous avez déjà vu un petit peu la notion d'amortissement et vous savez qu'on applique un taux à une base. Et en fait, ce taux d'amortissement, il n'est pas défini par le plan comptable général. C'est un taux qui s'applique à la base amortissable. A priori, le PCG dit c'est la méthode linéaire qui va s'appliquer par défaut. Et donc, par défaut, ce taux d'amortissement, ce sera 1 sur la durée d'utilisation. Je vous renvoie sur la vidéo d'établissement du plan d'amortissement. Quelques exceptions, une en particulier, c'est l'article 214.13 du PCG qui précise que les petites entreprises, telles que c'est défini par le Code de commerce, donc on verra ça dans une autre vidéo où je vous définirai un peu les seuils à connaître. Vous avez des seuils sur le nombre de salariés, le total du bilan et le montant du chiffre d'affaires. Et si l'entreprise est en dessous de 2 des 3 seuils, eh bien elle va être considérée comme une petite entreprise. Et donc, si on est en dessous de ce seuil, le PCG dit l'entreprise a le droit de retenir pour sa durée d'amortissement, donc pour l'établissement du plan d'amortissement, non pas la durée d'utilisation, comme c'est indiqué normalement, mais la durée d'usage, c'est-à-dire la durée qui est préconisée par les codes généraux des impôts. Alors, petite précision, il faut savoir, d'une part, le droit fiscal en France s'aligne sur le droit comptable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le résultat fiscal a comme base de calcul le résultat comptable. Pour si vous avez déjà vu cette étape-là, en fait, on fait le résultat comptable dans notre déclaration fiscale et on va faire des réintégrations et des déductions supplémentaires, mais la base de calcul, c'est le résultat comptable. Et en particulier, et ça c'est très important pour comprendre un petit peu les conséquences, une charge ne sera déductible fiscalement que si elle a été comptabilisée. On ne peut pas dire au fisc, voilà, j'ai une charge, mais en fait, en comptabilité, je ne l'ai pas prise en compte. Cependant, au niveau de la pratique comptable, on se rend compte que c'est la pratique comptable qui a tendance à s'aligner sur la pratique fiscale. Et ce, pour limiter justement ces retraitements fiscaux, pour éviter d'avoir à dire au fisc, non, mais j'avais tant de charges, mais fiscalement, j'ai droit à autre chose, donc je vais changer. Et la difficulté, c'est qu'on a une idéologie, on a un objectif en comptabilité qui parfois est contraire à cette pratique d'alignement des pratiques comptables sur la pratique fiscale, puisque je vous rappelle qu'en comptabilité, on a un objectif d'avoir une image fidèle du patrimoine de l'entreprise. Or, parfois, la fiscalité va engendrer des biais sur les pratiques comptables. Donc, le PCG, pour les petites entreprises, a pris en considération ce besoin de limiter le coût des travaux comptables et fiscaux, et donc leur a dit ok, vous avez le droit, si vous êtes une petite entreprise, de prendre non pas la durée d'utilisation économique, donc de votre entreprise, mais la durée d'usage qui est définie par le fisc. Voyons voir quand même les spécificités du coup de cet amortissement fiscal. J'insisterai pas, ça reste une synthèse. Donc, le point de départ est le suivant. Il faut savoir, on a dit qu'un amortissement, c'est en fait une charge. Cette charge, elle va réduire le résultat. Et qui dit réduction du résultat, dit réduction des impôts. Donc, en fait, c'est à ce titre-là que l'État utilise la politique de règlement de l'amortissement fiscal comme un outil de politique économique. Sachant que, du coup, suite au gouvernement, chaque année, on vote la loi de finances. Et donc, cette loi de finances, elle est annuelle. Cette loi de finances, elle permet de faire le budget de l'État, de financer, entre autres, le budget de l'État. Et donc, cette loi de finances dépend chaque année de la politique économique de l'État. Donc, l'amortissement fait l'objet
de direction politique changeante. Le problème étant que d'un côté, on a un amortissement qui est réglementé fiscalement, qui évolue en fonction de la politique économique, et de l'autre côté, on a une définition d'un amortissement comptable qui est là pour représenter la réalité économique de l'entreprise qui ne dépend pas de la politique économique du pays. Donc on a ce décalage-là, ce qui fait que l'amortissement en fiscalité est réglementé de façon très très précise et peut évoluer. Attention, le fait de pouvoir bénéficier d'un avantage entre guillemets fiscal sur de l'amortissement, il faut se rendre compte qu'il s'agit en fait d'un simple décalage de trésorerie pour les entreprises. Que ce soit comptablement, que ce soit fiscalement, on amortit la valeur du bien, on amortit la même valeur du bien. Sauf que le timing, le rythme auquel on va amortir, n'est pas le même. Mais on amortit, quoi qu'il arrive, la même valeur du bien. Donc, je vous renvoie sur une vidéo où je vous explique toutes les méthodes fiscales avec précision et vous verrez que là, on n'a pas vraiment de liberté en termes d'application de calcul des méthodes fiscales, de l'amortissement fiscal. Alors, parlons maintenant de la dépréciation et en particulier du test de dépréciation à bien comprendre et à bien connaître. Il faut savoir qu'on ne va pas tout le temps faire un test de dépréciation, on ne va faire un test de dépréciation que si il existe des indices de perte de valeur. Alors le PCG, l'article 214.16 dit « Pour apprécier s'il existe un quelconque indice qu'un actif ait pu perdre de la valeur, on doit considérer des indices externes que sont la valeur de marché, des changements importants, des taux d'intérêt, des taux de rendement, ou des indices internes que sont l'obsolescence, une dégradation, un changement du mode d'utilisation ou des performances qui sont inférieures à ce que l'on veut. » Voilà, donc je vous ai repris un petit peu ça. J'ai rajouté, parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, il faut savoir que s'il existe déjà une dépréciation au niveau du bien, il s'agit d'un indice de perte de valeur. Donc dès lors qu'on a déjà passé une dépréciation, à chaque exercice, on devra faire ce fameux test de dépréciation. Par contre, s'il n'y a pas d'indice de perte de valeur, à l'inventaire, on n'ira pas faire un test de dépréciation, on s'arrêtera là et on passera au bien d'après pour se poser la même question. Alors, quel est-il ce test de dépréciation? Donc, on a des indices de perte de valeur, on fait un test de dépréciation. Première étape, on va déterminer la valeur actuelle du bien. C'est ce qu'on a défini précédemment rapidement. On a dit que cette valeur actuelle, c'était la valeur la plus élevée entre la valeur d'usage, la valeur que va nous rapporter la maîtrise du bien, les flux économiques futurs, et la valeur vénale, c'est une valeur à la revente dans des conditions normales. On va ensuite comparer cette valeur actuelle à la valeur nette comptable. Et donc là, il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, la valeur actuelle est supérieure à la valeur nette comptable. Donc ça veut dire qu'on respecte bien le principe de prudence, on a une valeur nette comptable qu'on va garder, donc il n'y aura pas de nouvelle dépréciation nécessaire. Par contre, deuxième cas de figure, la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable. Principe de prudence, il faut ramener la valeur d'inventaire au niveau de cette valeur actuelle. Donc, on va passer une dépréciation qui sera égale à la différence entre la valeur nette comptable et la valeur actuelle. On doit ramener la valeur du bien à la valeur actuelle. Maintenant, il se peut qu'il y ait des précédentes dépréciations. Dans ce cas-là, dans le cas où on n'a pas besoin d'une nouvelle dépréciation, on va quand même comparer avec les dépréciations existantes. Si on a une diminution de la dépréciation nécessaire, on aura une reprise, mais il faut faire attention, on ne va pas reprendre plus que ce qu'il y avait déjà. Si on a besoin d'une nouvelle dépréciation, encore une fois, on va comparer aux dépréciations existantes. S'il y a une augmentation du besoin de dépréciation, ce sera une dotation. Si au contraire, il y a une diminution, ce sera une reprise et on va passer donc les écritures nécessaires. Donc ce test de dépréciation, dans le plan comptable général, il est expliqué de façon un peu différente. Moi, je trouve que ce schéma-là résume et est un peu plus rapide à apprendre. Donc suite à la dépréciation, on a changé la valeur actuelle du bien. Il va être nécessaire de changer le plan d'amortissement.
C'est l'article 214-17 du PCG qui dit si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, l'actif qui est considéré comme amortissable, eh bien, on va devoir modifier la base amortissable de manière prospective, donc c'est-à-dire pour l'avenir. Et si on change la base amortissable, eh bien, il va falloir faire un nouveau plan d'amortissement. Donc, ce nouveau plan d'amortissement va se faire à partir de l'exercice suivant la dépréciation. On fait la dépréciation, par exemple, en N, et le plan d'amortissement sera changé en N plus 1. Dans ce nouveau plan d'amortissement, la base amortissable sera donc la valeur actuelle trouvée en N. La durée d'amortissement, on va refaire, donc on refait tout. Donc la durée d'amortissement, ce sera la durée d'utilisation restante. Et par contre, la méthode d'amortissement, principe de permanence des méthodes, ne changera pas. Ce sera la même méthode d'amortissement que le plan précédent. Ce que je vous propose, c'est de faire un exemple chiffré. On va partir du plan d'amortissement d'une immobilisation qui est acquise le 10 mars 2020. Elle est mise en service le 16 mars. On a une valeur d'origine de 10 000 € hors taxe, une valeur résiduelle de 500 € et une durée d'utilisation de 5 ans. Je vous ai déjà fait le plan d'amortissement. Donc aussi, si vous regardez, comme on a stabilité de la base amortissable et du taux d'amortissement, on est sur du linéaire. Donc on va garder cette méthode linéaire. À l'inventaire 2022, donc on est à l'inventaire 2022, on est ici. On va faire un test de dépréciation, indice de perte de valeur, donc test de dépréciation, et on calcule la valeur actuelle de ce bien. La valeur actuelle, elle est de 4 000 €. On a donc comparé ces 4 000 € à la VNC de 4 695. Cette valeur actuelle est inférieure à 4 695, donc on constate une dépréciation. On constate une dépréciation pour mettre la valeur nette, la valeur d'inventaire à 4 000 €. Il va donc falloir mettre à jour le plan d'amortissement. Donc à l'inventaire 2022, on va établir un nouveau plan d'amortissement. Attention, il commence en 2023. 2022 ne va pas changer ce qui s'est passé en 2022. La nouvelle base amortissable sera donc les 4 000 € trouvés de valeur actuelle. Et la durée d'amortissement, eh bien, c'est la durée restante. Donc 1 an en 23, 1 an en 24, et puis jusqu'au 16 mars. C'est la valeur de départ, donc jusqu'au 16 mars en 2025. Donc ça fait 2 ans et 2 mois et demi. Si on compte en jours, ça fait 2 ans et 75 jours. Voici donc le nouveau plan d'amortissement qui est établi en 2022 pour 2023. Vous regardez ici, on commence bien en 2023. Donc on a dit, on a une nouvelle base amortissable qui est celle qui est définie en 2022. C'est notre nouvelle valeur actuelle. Sur le taux d'amortissement, alors on peut faire comme on faisait avant, sur la durée d'utilisation. Maintenant ici, on a une durée d'utilisation qui n'est pas une année complète. Donc moi, ce que je vous propose, mais on peut faire différemment, ce que je vous propose, c'est de mettre ce taux d'amortissement en fonction de la durée en mois et de travailler en mois. Donc ici, on a 2 ans et 2 mois et demi. Donc ça fait 26,5 mois. Et puis la première année, 2023, c'est une année entière, donc on a 12 mois. Et donc j'applique ce taux à la base amortissable, ça me donne mon annuité d'amortissement et une nouvelle valeur nette comptable. Et on fait pareil pour 2024 et 2025. Seule différence pour 2025, 2025 on a jusqu'au 16 mars, donc on n'a que 2 mois et demi. Et donc si vous vérifiez, on a bien ici amorti la totalité de notre nouvelle valeur actuelle. Petit rappel maintenant sur la comptabilisation des amortissements et des dépréciations. Alors, on va voir la comptabilisation au journal, on verra ensuite l'impact sur les états financiers. Alors, dans un premier temps, l'écriture de dotation. Alors, c'est une écriture de dotation. Le principe est de passer une dotation aux amortissements. C'est un compte de la classe 6, c'est les 681. Le 1 donne le caractère d'exploitation. Et donc là, ce sera notre dotation annuelle. Et donc, on va constater soit un amortissement, soit une dépréciation. Donc, pour les numéros de compte, je pense qu'il n'est pas utile en fait d'utiliser le plan de compte. Là, si on connaît la façon dont c'est numéroté. Donc, en fait, un amortissement, je prends le compte de l'immobilisation, donc 212, 213, 215, et j'intègre un 8 en deuxième position. Et ça me fera l'amortissement du bien concerné. Pour la dépréciation, le schéma d'écriture, vous voyez, est le même, sauf que cette fois-ci, la numérotation fait que ce n'est pas un 8 qu'on intègre en deuxième position, mais un 9. Vous allez comme ça gagner du temps. Attention à préciser bien ici de quel bien
vous amortissez ou vous dépréciez. Mais commencez bien par indiquer en intitulé du compte qu'il s'agit d'un amortissement ou d'une dépréciation. Dans le cas d'une reprise, c'est-à-dire d'une diminution, soit d'un amortissement lorsqu'on fait une cession, par exemple, on verra ça dans une autre vidéo, soit dans le cas d'une dépréciation lorsque le risque disparaît. Dans ce cas-là, on va non pas débiter cette fois-ci, mais créditer les comptes d'amortissement et de dépréciation. Et principe de non-compensation, on ne va pas annuler la dotation, on va passer une reprise, donc c'est le même numéro de compte, sauf qu'il commence par un 781. Encore une fois, le 1 donne le caractère d'exploitation, tout ça pour la reprise annuelle. Alors, ce qui est important lorsqu'on fait de la comptabilité approfondie, lorsqu'on approfondit les connaissances de comptabilité, c'est d'être capable de comprendre les conséquences sur les états financiers. Donc, premier impact sur le compte de résultat, lorsque je passe une écriture de dotation, cette dotation, elle constitue une charge d'exploitation, dotation aux amortissements ou aux dépréciations et aux provisions. Et donc, ça va avoir un impact sur le résultat de mon entité qui va en fait diminuer. Donc une écriture de dotation va diminuer le résultat, augmenter les charges. Une écriture de reprise va augmenter les produits, donc augmenter mon résultat. Au bilan, on se retrouve avec, on a dit, un crédit d'amortissement, sauf que l'amortissement, ça fait partie de l'actif. Et l'actif, normalement, c'est quelque chose qu'on débite. Il faut savoir que l'amortissement ici, c'est quelque chose qui vient en moins, qui va permettre de faire brut moins amortissement égale net. Donc en fait, c'est ici qu'on va retrouver le montant de notre amortissement et dépréciation dans le cadre d'une dotation. Et en contrepartie, je vous rappelle que dans les capitaux propres, on a le résultat, et c'est le résultat ici qui va être impacté par ce qu'on a vu précédemment, par les dotations aux amortissements ou dépréciations. Voilà, ainsi se termine cette vidéo sur l'évaluation des immobilisations corporelles et incorporelles à l'inventaire. Je termine par quelques appels à l'action. Premièrement, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour suivre les prochaines vidéos. Il faut savoir que ce chapitre-là est très important pour ceux qui veulent passer l'UV de DCG comptabilité approfondie. N'hésitez pas non plus à aller sur les vidéos que je vous mets en copie ici, qui vont vous permettre de mieux comprendre et de mieux vous entraîner sur cette partie-là du chapitre. Bon courage à tous et à bientôt!